Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. Je suis ravi de recevoir pour la première fois Émilie Martinet, historienne, docteur en égyptologie, pour son livre passionnant et extrêmement instructif, Femmes de pouvoir dans l'Égypte antique chez Passé Composé. Bonjour Émilie. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Comme je vous disais un peu hors micro, il n'y a pas beaucoup de femmes en histoire que j'ai la chance de recevoir, donc une de plus, je suis ravi. Et alors des livres sur les femmes dans l'histoire, ça c'est bien parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui se Oui. passe là, depuis les années, on va dire 90 ? Peut-être parce que aussi plus de femmes qui deviennent aussi historiennes par rapport Ça c'est bien. il y a quelques générations, c'était surtout les hommes qui écrivaient l'histoire, donc on a aussi plus de femmes. Peut-être aussi qu'il y a aussi davantage de découvertes en rapport avec les femmes, de nouvelles découvertes, des textes qui sont de mieux en mieux lus, donc qui amènent... Voilà. Des connaissances nouvelles, effectivement, ouais, je comprends tout à fait. Alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous démontez pas mal d'idées tenaces, notamment celle d'un pouvoir exclusivement masculin dans l'Égypte pharaonique. Alors, on est de la première dynastie, je crois, à Cléopâtre VII, Oui, qui est tout à celle fait. qu'on connaît. Hein, c'est ce que... De Méritnette à Cléopâtre. C'est ça, je vous laisse dire les noms parce qu'ils ne sont pas toujours simples. C'est près de 3000 ans d'histoire. Et vous proposez donc 12 portraits de femmes qui ont exercé un pouvoir réel, quel qu'il soit, politique, religieux, économique, même médical. Moi, j'ai adoré ce moment. Oui. Dans une société exclusivement, quasiment masculine, dominée par les hommes, en fait. Ça reste une société patriarcale, Ouais. mais qui accordait quand même une place privilégiée à la femme. Et effectivement, il y a eu 4, alors en l'état actuel des connaissances, 4 femmes pharaons qui ont régné donc, en leur nom propre, qui ont eu une titulature royale, qui ont eu un règne personnel. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont eu une forte influence parce qu'elles étaient mères de pharaons, parce qu'elles étaient des épouses de pharaons aussi. Et il y a eu aussi d'autres femmes qui n'appartenaient pas à la famille royale, mais qui avaient quand même du pouvoir, de par leur exercice de fonctions prestigieuses, de métiers prestigieux, comme une femme qui a été Péséchette, directrice des médecins, dès 2500 ans avant notre ère. Ça, c'est absolument génial. On va y revenir. J'ai 12 000 questions sur le sujet. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on dispose maintenant de beaucoup de données qu'on n'avait pas avant. La technologie nous a permis notamment... C'est vrai que ces femmes... Alors, certaines sont connues depuis très longtemps. Par exemple, Hétépérès est connue depuis un siècle. Sa tombe est connue depuis un siècle. Mais c'est vrai qu'il y a de nouvelles découvertes tous les jours en Égypte. Il y a aussi de nouvelles technologies comme les analyses ADN, comme tout ce qui est l'imagerie médicale, qui permettent d'avoir de meilleures connaissances sur les momies de ces femmes, sur les pathologies qu'elles avaient, la cause de leur décès. On peut reconstituer des généalogies. Donc, tout ceci amène de nouvelles données. Donc, il y a besoin aussi d'écrire de nouveaux essais, de nouvelles synthèses, grâce à toutes ces données. Ça, c'est génial. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Philippe Charlier, qui bosse beaucoup justement sur l'imagerie, sur le médico-légal, etc. Oui. C'est fantastique. On a l'impression que là, aujourd'hui, tout est possible, en fait. Oui, beaucoup de choses sont possibles. Alors, tout en restant prudent, parce que ce sont des analyses sur un ADN qui est dégradé, qui est très ancien. Donc, les conclusions doivent rester toujours prudentes. Mais effectivement, la science avance... plutôt vite. Effectivement. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que vous montrez aussi la fragilité de ce pouvoir, l'effacement de la mémoire, notamment la réattribution d'objets funéraires, des violences politiques, des répudiations même. C'est presque un roman, alors que tout est vrai, quoi. Oui, c'est vrai, tout est vrai. On n'y croit pas, mais si, c'est vrai. Oui. Le pouvoir, quand on a trop de pouvoir, ça suscite aussi des rivalités, des jalousies, donc d'où les actes de répudiation, les actes de violence aussi, comme la momie de la Young Lady. Bon, on ne connaît pas forcément le contexte, mais aussi le pouvoir fort d'une femme peut effectivement, dans une société patriarcale, peut aussi être gênant. C'est assez dingue. Pourquoi donc on a si longtemps sous-estimé le rôle des femmes en Égypte antique ? Parce qu'on connaît tous l'image, on a évidemment Cléopâtre, Néfertiti. Ces figures-là sont connues de très longue date, sont bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Après, les recherches récentes sont davantage focalisées sur le rôle des femmes d'un point de vue aussi économique, leur capacité à agir individuellement, et pas seulement ces grandes figures-là, mais aussi on a redécouvert la tombe de Hétépète, qui était prêtresse d'Hathor, qui supervisait le travail des champs, qui administrait des terres. Donc ces femmes-là sont moins connues, et les recherches actuelles s'orientent beaucoup sur ce type d'analyse de leur capacité à agir
et aussi leurs compétences et les ressources économiques dont elle disposait, parce que cette femme était s'est faite construire une tombe pour elle toute seule, décorée, inscrite, qui est un signe d'appartenance à l'élite. Et ça, c'est un fait rare quand on n'est pas une femme de la famille royale. D'accord, effectivement. Est-ce que, moi je me suis posé la question en lisant, est-ce que l'Égypte antique était juridiquement plus avancée pour les femmes que la Grèce ou Rome, par exemple? Alors, c'est jamais évident de comparer, oui. parce que les temporalités sont différentes quand même dans le temps, même si ça reste l'Antiquité. Oui. L'Égypte était moins normée, on va dire, juridiquement, du point de vue des rapports hors-femmes, je pense, par rapport à Rome. Et elles avaient une diversité de rôles dans la société plus importante. Donc, elles pouvaient devenir pharaon, c'est arrivé, pas souvent, mais c'est arrivé. Arrivé. Elles ont occupé des fonctions parfois de vizir. Donc, on a vu la femme médecin, elle pouvait occuper un rôle dans l'administration des domaines. Donc, en fait, elles pouvaient être prêtresses dans les temples, et c'était un pouvoir aussi important. Donc, elles avaient une diversité de rôles, et elles pouvaient aussi posséder, transmettre, hériter des terres, des biens mobiliers et immobiliers, en fait, sans l'autorisation de leur époux. D'accord. Donc, elles avaient une capacité à agir, encore une fois, de façon individuelle. La période médiévale que je connais mieux, en tout cas en Occident, on n'est pas très loin finalement, même si ça reste une société très masculine, très patriarcale. Les femmes avaient quand même beaucoup de pouvoir. Elles pouvaient être médecins, elles pouvaient être chefs de guerre, elles pouvaient diriger une ville. Oui, effectivement, on peut toujours faire des parallèles. Je pense que oui, mais c'est vrai que en Égypte aussi, il faut mentionner qu'elles avaient la capacité aussi à se séparer de leur époux. Alors, ça n'arrivait pas souvent. C'est un Moyen-Âge, non. Ouais, quand même, il faut le signaler. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ça n'arrivait pas souvent, mais c'est arrivé, et de leur propre initiative même. Et elles pouvaient aussi obtenir une compensation, on va dire, financière pour pouvoir subsister. Donc, ça va quand même... Ouais, je comprends. Le rôle de la religion, il est important sur les femmes, par exemple. On sait que le christianisme, c'est pas toujours simple. On va pas rentrer dans le débat, mais... Effectivement, pour l'Égypte ancienne, il y a certaines déesses comme Isis, Hathor, avaient un rôle important. Ouais. Donc, dans la religion, on peut supposer que ça a aussi influencé l'organisation de la société, la structure sociale. De ce point de vue-là, il y a aussi la déesse Maat. Et Maat, c'était vraiment une déesse qui symbolisait l'équilibre de l'univers, que le pharaon devait honorer par des offrandes. Et donc, c'est aussi une divinité féminine. Donc, ça a joué un rôle dans l'organisation de la société, qui est restée patriarcale, comme je l'ai dit, mais moins stricte, on va dire, qu'à Rome. Oui, je comprends. Les femmes égyptiennes, elles étaient réellement libres, entre guillemets, ou c'est un mythe moderne, ça? Alors, on ne peut pas appliquer, le concept d'égalité homme-femme, c'est un concept moderne. Bien sûr. Très moderne, on ne peut pas l'appliquer aux sociétés de l'Antiquité. Mais toutefois, on peut noter des droits quand même élevés, et que l'on retrouve aussi en Mésopotamie à la même époque. D'accord. Donc, c'était quand même pas que en Égypte. Donc, c'est tout ce bassin, finalement. Oui, mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez d'études, à mon sens, de comparaison. C'est quelque chose qui devrait, je pense, dans le futur, devrait être fait sur ces comparaisons Orient, on va dire, et puis Occident, tout ça, pour vraiment qu'on ait une image beaucoup plus complète. Ça manque encore, je pense. Je suis assez d'accord. Ce sont des recherches qui manquent. Voilà. J'ai souvent d'ailleurs des questions d'auditeurs, d'auditrices qui me qui me demandent, mais comment ça se fait qu'il y ait un tel écart? Parce que là, on parle de 3000 ans avant notre ère. Enfin, on a des années-lumière d'avance. Oui, nous, on suce des cailloux à la même époque. Comment ça se fait qu'il y ait ce tel écart comme ça? Comment est-ce qu'on l'explique? Par rapport à tout, finalement, que ce soit la médecine, que ce soit l'organisation sociale. Oui, leur organisation administrative, tout était très développé. Dès le début de la période de la civilisation pharaonique, ça a été très vite, puisqu'il y a eu l'époque des pyramides. Donc, ils ont été en mesure de construire des monuments gigantesques. Il a fallu une administration. Pour faire ça, il a fallu des ressources. Et donc, tout ce système implique des grands changements aussi au niveau de la société. On voit que les femmes ont été mises à la contribution dans l'administration, tout ce qui est domaine agricole. Elles participaient. Oui, vous le dites d'ailleurs. Elles encadraient, elles avaient accès à des fonctions. Et là, on est dès le début. Donc, du coup, l'expliquer n'est pas simple, mais il y avait une organisation qui était très avancée, aboutie. On a une médecine féminine qui existe, on va dire, quasiment. Donc, ça, c'est génial. On va y revenir. On va y revenir, parce que ça, cette médecine, c'est génial. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que Méritnet, je ne sais pas comment vous le prononcez, a pu être la première femme pharaon?
Parce qu'on n'en trouve pas d'autres. Il n'y a pas vraiment de consensus, on va dire. Pour certains, elle est la première femme pharaon. Pour d'autres, on n'est pas sûr. Elle disposait d'une tombe monumentale, donc dans le cimetière d'Oum el-Kab, donc près d'Abydos en Haute-Égypte, comme les rois. De grande dimension, puisque sa tombe mesurait 16 mètres x 13 mètres, quelque chose comme ça, donc une grande dimension. Et elle était aussi entourée de petites tombes de subsidiaires, donc de courtisans, comme les pharaons, vraiment pareil. Donc c'est pour cela qu'on suppose qu'elle avait un rang quasiment similaire. Par contre, elle n'avait pas de titre de roi, elle restait une mère royale, c'est ainsi qu'elle est nommée. Elle apparaît dans une liste de rois sur un document, sur un scellé, une empreinte de sceau qui a été apposée dans une tombe, où elle apparaît dans une liste de rois à la fin, la dernière position, mais en tant que mère royale quand même. Mais elle est dedans. Donc elle a un statut qui se rapproche vraiment de celle d'une femme pharaon. Parce qu'en fait, on a assez peu de données. Vous avez dû galérer comme c'est pas permis. Là, c'est les plus hautes époques. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas un pouvoir important dès cette période-là, en fait, puisqu'elles en avaient. Mais effectivement, les sources sont plus on avance dans le temps, plus elles sont variées, plus nombreuses et plus variées en termes de typologie. Cléopâtre 7, évidemment, on a tout. Voilà, là, effectivement, on a moins d'informations sur tout ce qui est vie quotidienne. On a plus des sources du type funéraire, des tombes, du mobilier funéraire. On se base sur ça pour reconstituer on a des éléments de sociologie, on va dire, de statut social. D'accord. Mais c'est vrai que les sources sont plus limitées, fragmentaires. Il faut recouper beaucoup d'informations. Quand une femme accède au trône, il faut impérativement, selon vous, qu'elle ressemble à un homme, enfin, quels sont les attributs d'un homme. Je pense ça je suis tombé de ma chaise, il fallait qu'elle ait une barbe, postiche, etc. C'est vrai que pour pouvoir être légitime et faire en sorte d'être considérée comme le seul roi possible, il fallait pouvoir... elle utilisait donc des régalias, vraiment des attributs de la monarchie. Donc c'est le cas d'Hatshepsut qui a été jusqu'à se faire représenter. Alors elle ne se promenait pas avec une barbe postiche. D'accord. Mais elle s'est faite représenter avec sur ses statues, avec une barbe postiche, parce que les statues, c'était les moyens de communication de l'époque, sûr, en fait. Évidemment. Donc il fallait... Le selfie de l'époque. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la propagande, pour montrer que c'était le seul roi, elle est légitime, et qu'elle était comme un roi masculin. Bon, qu'il n'y ait pas de différence. Et elle a réussi comme ça à garder le pouvoir plus de 20 ans. Et justement, Hatshepsut, c'est quoi ? C'est une exception géniale, on va dire, ou c'est le produit d'un système politique ? Alors, elle semble plutôt être une exception, puisqu'il n'y en a qu'une dans la civilisation de l'ancienne Égypte. Il n'y en a qu'une qui a su conserver le pouvoir aussi longtemps. Les autres femmes pharaons ont régné 2-3 ans. Ont vite été après effacées, sauf Néferu-Sobek. Mais Hatshepsut a réussi à une personnalité. Elle avait sans doute une personnalité très très forte. J'imagine, même si on ne peut pas avoir de sources là-dessus, mais on imagine une femme qui finalement elle a été choisie pour être régente au début de son neveu beau-fils, Thoutmôsis III, mais finalement les femmes au bout d'un moment rendaient le pouvoir à l'héritier, mais elle non, elle l'a gardé pour elle, même elle l'a gardé comme co-régent, mais il n'avait pas beaucoup son mot à dire, et elle a gardé le pouvoir plus de 20 ans, donc ça démontre une stabilité aussi, un règne relativement stable, plutôt pacifique. D'accord. D'après les sources que l'on a. Ok. Vous avez dit un truc important. Pourquoi elles ont été effacées après leur mort ? Alors, la raison pourrait être ces règnes étaient considérés comme des anomalies. D'accord. Par contre, c'est aussi arrivé pour des rois masculins. Toutankhamon, il lui est arrivé la même chose au final. Il a fait effacer... sa sœur Méritaton n'a pas été répertoriée dans les annales, mais lui aussi, après, a subi ce même type de persécution, on va dire. Parce que ce qui est intéressant, quand je lisais ça, et je me disais, mais c'est drôle parce que... Enfin, drôle. Dans la religion hébraïque, au tout début, en tout cas, visiblement, il y avait une déesse. Je me souviens plus comment elle s'appelle, Asherah, je crois, d'après ce que je sais, et elle a été totalement effacée. Elle était la femme d'un dieu, et il y avait visiblement tué l'autre dieu et pris sa femme. Enfin bref, c'est des histoires, on se croirait avec l'Olympe, mais c'est marrant, on efface, et toute la mémoire de cette déesse a été effacée. Oui, effectivement. C'est aussi le cas, oui. Et on est dans les mêmes types d'époques, en fait. Je pense qu'on peut retrouver
cette tendance à déboulonner des statues, tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur une plus longue durée. Alors ça touche des femmes, ça ne touche pas que des femmes. Néanmoins, ce processus, comme je le dis, il y a aussi des rois qui ont subi le même sort. Donc après, c'est plus marqué effectivement parce que les règnes féminins quand même représentent des cas minoritaires, donc sont plus gênants, on va dire. Et pour un successeur, peut y avoir cette tendance de vouloir éliminer ce règne qui lui ne reconnaît pas, on va dire, et donc d'en effacer les traces dans les annales royales sur des objets qu'il peut se réapproprier, comme dans le cas de Toutankhamon. D'accord. J'ai noté le cas alors au secours, Anke Zampepi, oui. Qui change un peu notre compréhension du pouvoir royal. Oui, tout à fait. Alors là, c'est grâce aux nouvelles fouilles qui sont menées par la mission franco-suisse archéologique, franco-suisse de Saqqara, dirigée notamment par Monsieur Colombert. Et c'est elle que l'on voit sur la couverture de mon livre aussi. D'accord, je montre là, évidemment. Et donc effectivement, ce sont des fouilles relativement très intéressantes, très importantes, et qui ont mis au jour le complexe funéraire donc de cette reine qui a été régente, qui a été une mère royale, la mère de Pépi II. Et dont le complexe est est le plus important en termes de dimension pour une reine. Et alors, il est il n'est pas bien conservé, ce complexe funéraire, mais sa pyramide, elle avait une pyramide, elle était plus grande, 10 mètres plus grande en termes de mesure c'est le côté, que les autres reines. On a découvert un linteau qui était positionné, donc une pièce d'architecture positionnée au-dessus de l'entrée du complexe, qui pesait plus de 17 tonnes. Donc, un pouvoir très important. On sait qu'elle a sans doute participé aussi à une expédition qui était le rôle du pharaon, une expédition pour récupérer des matières premières, le cuivre, la turquoise dans le sud du Sinaï. Donc, elle a exercé vraiment des fonctions comme un roi, en fait, en attendant que son fils soit en âge de régner. D'accord. Et pour cela, a eu des privilèges royaux, des récompenses en termes de monuments funéraires. Et puis alors, il y a le cas de la Young Lady, oui. la mère de Toutankhamon, donc c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez parlé des analyses ADN. Donc c'est ça, en fait. C'est grâce aux dernières données, en fait. Là, vraiment, c'est les dernières recherches. Donc c'est une momie connue depuis longtemps, mais qui a été retrouvée donc, dans un état un peu assez accidenté. Elle a une plaie assez importante au niveau du visage. Et on a pu déterminer, donc, par des analyses génétiques ADN, qu'elle était la mère de Toutankhamon. Et aussi les analyses anthropologiques, médicales, par imagerie médicale, etc. ont permis de déterminer qu'elle avait été blessée mortellement. Donc elle avait reçu un coup, qu'elle avait été assassinée. Wow. Donc là, bien sûr, on n'a pas le contexte. Oui, bien sûr. On peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer qu'en tant que mère d'un futur roi, qu'elle ait eu une position importante, qu'elle était gênante aussi. Enfin, on peut supposer pas mal de choses. Ça veut dire qu'on ne retrouve pas en fait de correspondance, parce que j'imagine qu'ils s'écrivaient les uns les autres, que ce soit des prêtres, et on n'a pas les histoires, ce type d'histoire. On a des correspondances, on en a, mais on a des corpus de lettres, par exemple, le corpus de lettres donc de ces pharaons d'Amarna, qui écrivaient avec des homologues au Proche-Orient. Oui. Après, la correspondance privée, vous voulez dire plutôt, oui, c'est ça, on en a, mais pour d'autres personnes. D'accord. On a des correspondances, par exemple, il y a une lettre qu'on a retrouvée entre deux sœurs, mais qui appartenait à l'élite, mais pas à l'élite royale. D'accord. Donc, il existe quand même ce type de document de correspondance privée, entre femmes même, ça existe, mais de façon en corpus assez réduit. Voilà. Vous avez noté un mot, littératie. Alors là, ça m'a fait bondir. On n'est plus capable de donner des mots français. En fait. C'est ça. Alors c'est un anglicisme, mais qui est utilisé aussi par les médiévistes aussi. C'est un concept, pour tout ce qui concerne la lecture, mais qui. Parce que l'instruction, non, c'est pas ça. Oui, mais qui permet d'avoir une approche plus dynamique de la lecture. La lecture, on sait lire et écrire, quoi. Oui, mais qui permet de considérer qu'une personne pouvait lire, mais de façon des textes très très courts. Ça va de la personne qui peut reconnaître quelques signes à une personne qui peut composer des textes entiers, en fait. Et ça permet d'appréhender ce complexe,
Oui, cette façon, ouais, je comprends en fait. Cette façon de lire et d'écrire de façon plus dynamique, et en sachant que pour les hiéroglyphes, ça peut très bien fonctionner, puisque on a par exemple on a des textes complets, que ce soit sur des temples ou sur du papyrus, mais on a aussi des sceaux, donc des sceaux qui étaient apposés sur des jarres pour identifier la provenance, donc avec seulement peut-être un cartouche du roi. Ou un titre de fonctionnaire, et on peut imaginer que des personnes ne sachant ni lire ni écrire pouvaient juste reconnaître comme les logos aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ça. Donc cette notion de littératie, c'est ce qu'elle permet en fait. C'est une approche dynamique, et pas seulement dire bon, on sait lire ou écrire, mais on sait simplement déchiffrer des petits textes très très courts, ou des textes beaucoup plus longs. Ce qui nous fait sourire quand on est jeune parent et qu'on a son gamin qui est tout petit et qui dit « Ah, il y a un McDo là » parce qu'il a reconnu le logo de McDonald's. En fait, non, il ne sait pas lire, mais il a reconnu effectivement. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, on évacue tout de suite, il n'écrivait pas tout le temps et tous en hiéroglyphes, on est d'accord. Mais non. Il y avait deux types de... Oui, les hiéroglyphes étaient réservés plutôt pour l'écriture monumentale. C'est ça. Donc les monuments, les temples, les tombes. On écrivait les titres des fonctionnaires, là, on développait leur carrière. Et puis après, pour l'usage courant administratif, on utilisait le hiératique, qui est une simplification des hiéroglyphes. Ok. Qui doit être plus facile à lire pour nous, j'imagine. Quoique. Plus ou moins. Ouais, mais... D'accord. On commence par les hiéroglyphes. Comment une femme comme non-actée, je sais pas, Naonarté, désolé, pouvait déshériter ses enfants? J'allais dire que c'est depuis toujours dans l'histoire, en fait. Ça n'a pas changé, c'est fou ça. Alors, donc, elle a fait effectivement une déclaration orale qui a été enregistrée devant une assemblée par un scribe, où elle a déclaré donc effectivement elle a fait état de ce choix de son testament. Et donc elle a choisi de déshériter la moitié de ses enfants, car elle considérait qu'il ne l'avait pas aidée alors qu'elle était âgée. Donc c'était aussi un des droits que ces femmes avaient, et donc elle n'appartenait pas forcément à l'élite, elle était femme d'artisan. Oui. Donc ça veut dire que ces femmes de cette catégorie sociale avaient aussi des droits aussi. Voilà, des droits, et elle avait donc un droit de propriété, donc puisqu'on parle de ses biens à elle, et elle en faisait donc ce qu'elle en voulait. Et voilà, donc elle a choisi de privilégier une partie de ses enfants. Ça veut dire qu'elle peut aller en justice, elle peut intenter. Voilà, elle peut aller en justice et elle peut prendre des décisions. C'est-à-dire que ce n'était pas que son propre patrimoine, il y avait aussi des biens de son premier mari, parce qu'elle avait été remariée, donc dont elle avait hérité, qu'elle peut aussi retransmettre à ses enfants. Et les biens de son père aussi. Donc ça, c'est aussi une différence avec Rome, où une femme pouvait hériter des biens de son père, mais elle ne pouvait pas forcément les transmettre à ses enfants. Ça repartait dans la famille du mari, quoi. Je crois que le terme exact, c'est esté en justice. Esté en justice, voilà, c'est ça. Exact. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable autonomie économique, malgré tout, des femmes égyptiennes? Alors, on ne peut pas dire ça peut-être pour toutes les femmes. Ouais. C'est sûr on a les sources beaucoup pour les femmes de Lilith. Et c'est vrai que les femmes de Lilith, on le voit, certaines d'entre elles avaient une autonomie, une indépendance économique. Tépet, la prêtresse, se fait construire une tombe inscrite décorée seule. Il n'y a pas de mention d'un époux dans cette tombe. Alors peut-être elle était veuve, peut-être qu'elle était mariée, on ne sait pas. Donc il y a pas pour toutes, mais pour certaines, on pouvait imaginer une indépendance économique si claire, qui est vraiment... que les sources démontrent. Oui, c'est important. Alors, je voudrais rentrer sur le médical, parce que là, j'ai absolument adoré. C'est Pécéchette, c'est ça? Oui. Alors, là, je l'ai bien dit. La médecine est relativement avancée quand même. On est avec les papyrus Hébers. Oui, papyrus Hébers. C'est fantastique, ça. 18e dynastie. Effectivement, il y avait tout un travail en médecine, pas qu'en médecine, mais c'est vrai qu'il y avait des spécialistes qui recevaient une éducation supérieure, et même des femmes, du coup, comme on le voit. Ouais. Et effectivement, il y avait une avancée. Alors, ça reste bien sûr avec les limites de l'époque. Bien sûr. Il y avait une médecine qui aussi fonctionnait beaucoup sur la magie, avec des textes à réciter pour faire fuir les démons et les mauvais génies, qu'on considérait à l'époque comme responsables des maladies, comme cause des maladies. Mais effectivement, il y avait... on développait beaucoup la médecine dans le sens où on a des écrits, des textes papyrologiques, différents traités, où on a vraiment répertorié des pathologies de façon précise et les remèdes qu'il fallait employer pour les guérir.
Moi, j'ai adoré la prescription numéro 783. Alors, il n'y a pas toutes les prescriptions, je vous le dis tout de suite, sur la contraception. Oui, aussi. Mais c'est génial. Oui, donc effectivement, ils avaient des moyens donc, contraceptifs, voire abortifs, naturels, on va dire, utilisant donc des produits naturels. Là, effectivement, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Ça montre l'étendue de leurs connaissances. Le but était souvent d'éviter... alors, c'était pas par volonté de ne pas avoir d'enfants, mais c'était plus pour éviter des grossesses difficiles qui pouvaient être fatales à la mère ou à l'enfant à naître. Donc, du coup, c'était dans ce but-là qu'il y avait ces moyens contraceptifs ou abortifs. Ça veut dire, parce que c'est ce que je me suis dit, vous ne le dites pas, mais moi j'avais cette question quand même, ça veut dire que pour en arriver là, pour savoir que par exemple le miel est un excellent contraceptif, et dattes. Et les dattes, mélangées aux dattes, c'est un truc de dingue, ça veut dire qu'il y a eu des expériences qui ont été faites, ils ont appris. Oui, c'est ça, ils ont expérimenté, ils ont testé des méthodes, et s'ils les ont notées, après ils les ont consignées sur papyrus, c'est que pour eux ça devait suffisamment fonctionner. L'expérimentation, ça date pas d'hier, on est d'accord. Les grandes prêtresses, quel rôle elles jouaient dans l'équilibre, on va dire, politique du pays? C'est très variable peut-être selon les époques. En tout cas, elles avaient toujours un rôle important. Les prêtresses, alors les femmes étaient beaucoup dédiées au culte de la déesse Hathor, déesse de la beauté et de l'amour. Mais par exemple, un peu plus tard, après le Nouvel Empire, au début on est dans des époques plus, même un peu plus tard, au début de la troisième période intermédiaire, vers 1000 avant notre ère, on a aussi des grandes prêtresses qui sont des divines adoratrices de dieu Amon, qui était le dieu important de l'époque de la région thébaine. Et là, elles avaient un rôle de plus en plus important à cette époque-là. Elles avaient aussi des capacités économiques. Elles bénéficiaient de domaines dédiés avec des terres, du personnel, un trésor même. Wow. Donc, du coup, elles avaient accès à des ressources. Et donc, ces prêtresses-là, elles étaient au niveau le plus élevé de la hiérarchie ecclésiastique ou sacerdotale, on va dire, et donc du coup avaient vraiment de très hautes fonctions et voire même pouvaient devenir à certaines époques, alors c'est très limité à certaines dynasties, donc là on se rapproche vraiment des périodes plus tardives, on va dire, elles pouvaient devenir l'égale d'un pharaon, avec un nom écrit dans un cartouche, comme un roi. Comme les Pythie, par exemple en Grèce, ce genre de choses en fait. Oui, on peut retrouver des équivalents. En fait. Aussi, le pouvoir religieux féminin, c'était comme vous le disiez, ça pouvait être une voie d'accès aux politiques en fait. Oui, ça pouvait à certaines périodes, effectivement. On voit effectivement, comme là je vous le dis, troisième période intermédiaire, donc après le Nouvel Empire, donc on est plus vers du 1000 avant notre ère. C'est des périodes difficiles, des périodes où il y a eu des dynasties parallèles, on va dire, de rois. Il y a un peu et puis il y a un développement on va dire de monarchie, mais plus axé sur une divinité en particulier, comme le dieu Amon. Donc du coup, ça a créé des différences aussi et des évolutions dans la structure du pouvoir. Et effectivement, dans ce cas-là, on a cette Mad Carré dont je fais le portrait, qui a eu accès à des ressources économiques très importantes, plus importantes effectivement qu'à d'autres époques. C'est assez incroyable. Et puis il y a eu une reine répudiée également, totalement répudiée. Oui. Il y a eu procès et tout, total là. Oui, ça on replonge à l'Ancien Empire, donc au plus à l'époque des pyramides. Effectivement, c'est une reine d'un roi Pépi Ier, alors qui est moins peu connu du grand public par rapport à d'autres, pourtant qui a régné plus d'une 50aine d'années. Mais effectivement, il était polygame pour beaucoup de rois à cette époque. Il y a eu au moins 8 femmes, et il y en a une, effectivement, dont on n'a même pas conservé le nom. On sait qu'il y a eu un procès qui est relaté dans les inscriptions d'une tombe d'un haut fonctionnaire. Et on ne donne pas son nom parce qu'on ne veut surtout pas qu'elle soit connue. Donc on ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Peut-être elle a pu être assassinée à la suite de cela, c'est possible. En tout cas, elle a été disgraciée, elle a été déchue de ses privilèges, ça c'est sûr. Donc depuis la nuit des temps, c'est pas simple pour tout le monde. Non, effectivement. L'être humain est comme ça, il ne change rien. Si vous deviez choisir la figure la plus surprenante qui vous a le plus surprise dans ce livre, ce serait laquelle? Moi, c'est Péséchette, la femme médecin, qui est pour moi le personnage qui m'a le plus intéressée. Cette capacité à accéder à être
médecin en chef, donc directrice de femmes médecins privés plutôt, mais ça signifie aussi qu'elle était médecin elle-même, puisque dans la hiérarchie administrative, on était scribe, prêtre, avant de devenir directeur de scribe, etc. Donc elle a été aussi médecin. Et donc ça veut dire qu'elle encadrait des femmes médecins. Donc ça signifie un accès à un enseignement supérieur. Alors, elle appartenait sans doute effectivement à l'élite, même si ce n'était pas la famille royale. Elle ne vient pas de nulle part. Elle ne travaillait pas dans les champs quand elle était petite. Voilà, elle a accès à une éducation et elle a accès à un enseignement supérieur, donc en médecine. Donc, elle était au service d'une mère royale, plus vraisemblablement. Et donc, on peut imaginer tout le prestige qu'elle en a retiré, d'avoir ce rôle de veiller à la santé de la mère royale ou de l'épouse royale, aux enfants à naître. Et on peut imaginer tout ce prestige qu'elle a reçu donc, dans sa vie. Effectivement. Donc un personnage, oui, vraiment très, très, très intéressant. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est celle qui m'a le plus marqué aussi. Ça me fascine en plus, c'est peu connu au final, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et l'important aussi de ce livre, moi j'ai vraiment voulu donner un axe sociologique aussi, comprendre le statut social, comment on accédait à ce pouvoir. Et elle aussi, le savoir qu'elle avait lui a aussi donné du pouvoir au final. Oui, je suis d'accord. Le livre est très didactique, il y a beaucoup de parenté, de schéma, comme on dit. Pour la généalogie. La généalogie, merci beaucoup. Voilà, d'arbre généalogique. Voilà, oui. Il est tôt ce matin, c'est un petit peu dur. Et ça, c'est bien parce que ça permet, quand on n'est pas comme moi, c'est pas hyper. Tous ces noms qui sont pas faciles à lire. Ça, c'est vrai. Et ça se lit très très bien, très facilement. Et c'est un vrai livre d'historienne du coup, qui est vraiment, vraiment formidable. Une idée reçue, vraie ou pas, on dit que celle qu'on connaît, la Cléopâtre qu'on connaît, la numéro 7, est plus proche de l'iPhone que des pyramides, c'est vrai ? Est plus proche de l'iPhone que des pyramides. En termes de date, évidemment. Elle est, en termes de date, elle est née en 70, avant notre ère, est décédée en 30 avant notre ère. Donc, on fera le calcul, effectivement, de Séchette. Mais c'est rigolo. 2500. Je me disais ça en lisant, je me dis c'est vrai que finalement, elle est vachement plus proche de nous que si on des calcule pyramides. Comme ça, tout à fait. Ça fait assez drôle. Et elle a un côté très, très moderne, cette Cléopâtre, de toute façon. Oui, en plus, ça c'est vrai. Effectivement, Émilie, vous êtes formidable. Vraiment, votre livre est très bien. Ah, c'est gentil, mais moi je compte pas. Femme de pouvoir dans l'Égypte antique chez Passé Composé, Émilie Martinet. Vraiment un super livre. Je vous souhaite tout le bonheur. Vous avez déjà une idée de suite, d'un autre livre ? Une idée d'un autre livre. Alors oui, un livre d'histoire, j'aimerais beaucoup. Alors ce serait peut-être quelque chose de collectif, je ne sais pas, mais j'aimerais bien effectivement pousser ces recherches sur la comparaison femmes Mésopotamie, femmes Grèce, Rome. Ça va plus à quelque chose de collectif. Ça, j'aimerais bien. Donc ça, là, il faut que je... Voilà. Écoutez, vous avez l'adresse. Sinon, des livres d'histoire, on en trouve toujours. Pourquoi pas un premier roman aussi. Ah, sympa aussi. Bon, vous connaissez l'adresse, donc vous êtes la bienvenue pour une prochaine fois. Merci beaucoup à vous. Merci.